Sur le quai numéro 3 de la gare d'Austerlitz, quelques visages connus s'apprêtent à monter dans un train pas comme les autres. C'est à Paris et à bord de 4 wagons spécialement affrétés par Bouvel à Dubay que débutent les 4e journées nationales du livre et du vin. Sancerre, Menetou-Salon, Montlouis, Reuilly ou Bourgueil, la Fédération interprofessionnelle des vins du Val-de-Loire propose un florilège de robes et de bouquets. Ça commence dans le sens des aiguilles du monde. C'est une espèce de hola dineuse. Ah oui, je ne trinque pas avec... C'est la hola du Mont-Louis. Les acteurs de la nouvelle génération comme Frédéric Diffenthal, le flic de taxi, ou Saïd Tagmaoui, révélé par la haine, font le trajet en compagnie des sponsors, Monsieur Suzuki. des écrivains, des journalistes, ainsi que des 2 directeurs littéraires du livre et du vin, Jean-Yves Clément et Arnaud Hofmarcher. Deux heures et quelques bouteilles plus tard, Olivier Dowell, Christine Lemler et les 200 convives du train spécial Livre et Vin arrivent en gare de Tours, d'où ils prennent immédiatement la direction du pays de François Rabelais. Nous voilà. On est là. Alors on va essayer de passer une agréable journée ensemble. Alors direction donc Chinon. Chinon, où l'on retrouve Claude Chabrol et Jean-Philippe de Rennes, attablés dans les pittoresques caves Pinctes. La célèbre confrérie des entonneurs rabelaisiens épingle alors quelques noms connus à sa déjà très longue liste de personnalités intronisées. Claude Brasseur, Irène Frein, Alain Robbe-Grillet, Macha Merrill, Philippe Lefay et Bruno Queugnoux dégustent le Chinon, sans rechigner. On a le droit de sentir quand même. Guy Scarpetta et Alain Robbe-Grillet ont visiblement apprécié le repas où le cochon et le vin furent divins. Quant à Irène Frein et Philippe Lefay, ils fêtent leur intronisation en chanson. On a tout besoin d'un garçon. On a tout besoin d'un homme. C'est cela, oui. Pour se faire une raison. Mais tu recharges. C'est là. De temps en temps, ça m'arrive. C'est très large. Destin de femme, vraiment, je ne savais pas tout ça sur Diana, je crois. Oh, comment ça? Ah bah voilà. Patrick, où tu montes? Je sais pas. Allez, viens avec nous. Viens avec les jeunes, tu vas pas monter avec les vieilles actrices. Attendez. Je vais monter derrière. À convives de renom, voitures de marque, Bentley et Cadillac quittent les caves pour la foire au vin de Chinon, où quelques bonnes bouteilles sont encore au rendez-vous. Non, regarde Brasseur qui croit qu'il est à Hollywood. Quel seigneur. Ah, chercher. S'il avait pu me pousser pour que je descende plus vite, il l'aurait fait. On déguste un fameux nectar récolté en 1900, boire ou conduire, cet après-midi-là, Jean-Pierre Beltoise avait choisi. Allez-y, choisissez. Ça, c'est une petite muscadine, un petit praliné, amande, noisette. C'est ce que fait monsieur là-bas. Voilà. Départ de Chinon pour Saumur et sa région à bord des belles américaines et d'une vieille anglaise. Changement de terroir et retour au calme au prieuré Saint-Lazare de Fontevraud et à celui de Chénuhutte-les-Tuffeaux, où la Loire offre un panorama propice aux belles envolées d'acteurs. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Et puis en plus, on a des gens sublimes qui nous reçoivent à chaque fois. Et puis c'est une espèce de
comment on appelle ça, de bouillon culturel, et puis on rencontre plein de gens, et puis on boit du vin extraordinaire, et moi je vais être triste à la fin. À quelques semaines des fameuses montées de marche sur la Croisette, Jean-Claude Brialy, Vadek Stanczak et Christine Levrault en descendent quelques-unes pour rejoindre le cortège des invités, dans lequel viennent prendre place de nouveaux visages. Littérature, cinéma, musique et gastronomie ont rendez-vous au cœur de la Roche, dans 10 km de galeries, là où dorment 4,5 millions de bouteilles estampillées Bouvet-la-du-Bay. La plage Jean Carmet, là où se reposent habituellement les bulles, devient le temps d'une soirée le cadre d'une fête pétillante. Jean-Claude Brialy, maître de cérémonie, rend hommage au bon vivant qui a donné son nom à ce lieu dans lequel il se sentait si bien, avant de remettre le premier prix Jean Anouilh à Gérard Bagardi pour une pièce qui sera jouée en juillet 2000 au 51e Festival d'Anjou. Jean Carmet, c'était la vie. Et les cafards sont-ils heureux? Moi je suis très heureuse, très émue pour mon grand-père, parce que c'était les 10 ans de sa mort l'année dernière, c'est pour ça qu'on a eu des esprits. Et je pense que de là-haut, il est très content. La nuit avance, l'ambiance monte d'un cran autour des tables, où les instruments avant apportent un léger souffle de folie à la soirée. À elle seule, la table Média Assurance garantit le spectacle. Spectacle coloré également avec la présence de jolies carioca brésiliennes, un peu d'exotisme en plein terroir saumurois qui ne laisse personne indifférent. Après avoir fait saliver les papilles, les organisateurs décident de flatter les pupilles. Place du Chardonnay face à la prestigieuse école de cavalerie, des milliers de Saumuraux ont pris place pour le grand feu d'artifice préparé par Jean-Éric Lougier, le maître des illuminations nocturnes. Une tonne d'artifice, 2000 projectiles lancés à plus de 200 mètres de hauteur, les 4e journées nationales du livre et du vin ont mis les petits plats dans les grands. Jusqu'au bout de la nuit, 23 plantes savamment mélangées, qui ont donné leur nom à une liqueur de moine appelée bénédictine, continuent à faire danser les esprits et à réchauffer des âmes, rendues déjà joyeuses par une fanfare qui n'en finit plus de jouer.
Gérard Oberlé et Claude Brasseur sont dans l'ambiance. Vadek Stangzak et Noëlla Lussard également. Quelques heures plus tard, la place Saint-Pierre de Saumur, cœur du roman d'Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, est le cadre d'un petit déjeuner gourmand où Champigny et Rio font concurrence au sacro-saint café croissant. Vous êtes obligé de montrer l'exemple. Allez, à votre santé, à la santé de tous. Jean-Paul. Oui. Ça passe très bien. Mais je dois dire que de temps en temps, pas régulièrement, mais de temps en temps, il m'arrive de démarrer la journée avec rillettes et vin blanc. Enfin, il y a pas de... avec le champigny, ça va très bien aussi. Merci. Je connais pas beaucoup le milieu intellectuel de la littérature, parce que moi je fais du cinéma. Je les rencontre de temps en temps, mais c'est vrai que là, d'un seul coup, j'ai beaucoup de gens que je connais depuis des années par la télévision, par la littérature, et là je les rencontre, c'est vrai que c'est sympathique, mais c'est vrai que je ne les connaissais pas avant. C'est bien qu'il y ait des festivals comme ça où les gens sont un peu mélangés, en fin de compte on se rencontre. Alain Mingan suit les conseils avisés de Claude Chabrol pendant qu'Alain Borer, l'homme au chapeau, s'imprègne de l'ambiance conviviale. Oui, c'est une parenthèse, on prend des forces, de l'énergie. Vous savez, écrire, c'est très solitaire, c'est très athlétique, c'est un travail de marathonien, c'est de l'austérité, c'est assez monacal. Mais vous savez, les moines, quand ils avaient fini d'être moines, ben, ils mangeaient des rillettes et ils buvaient du vin aussi. C'était des bons vivants. Aussi, chacun répond-il au voisin. Bonjour monsieur le maire, peut enfin s'exclamer Pierre Bonde, qui a quitté la chaleur brésilienne pour se plonger dans l'ambiance du cru, le terroir, comme il l'aime. Il faut venir sur place, quoi. Il n'y a qu'ici, à Saumur, qu'on peut apprécier, comme il le mérite, les vins du pays. Là où ils ont été récoltés... Oui, je fais partie du jury On y va. Et ça y est, oui, j'ai lu les livres, j'ai fait mon choix. Et puis, oui, ben, vous savez, littérature et vin, oui, je crois que ça n'est pas exclusif l'un de l'autre, heureusement. Et un bon verre de vin, un bon livre, c'est ça la bonne vie. Du haut des carrioles, on a pu admirer les vitrines des 190 commerçants qui se sont mis aux couleurs du livre et du vin. L'inauguration officielle approche, mais certains ont décidé de musarder en route et de faire une halte chez le maître charcutier de Saumur qui ouvre sa cave et débouche quelques vieilles locataires. Difficile, c'est vrai, de résister à l'appel d'un chinon, surtout lorsque sa date de récolte remonte à près de 150 ans. Un grand cru commenté par Jacques Puiset, lui-même membre du jury du prix Grand Cru La Poste. Comme une colonne vertébrale. Alors, il ne peut plus courir 110 mètres, ouais, mais alors il a tellement de belles histoires à vous raconter. Pendant ce temps, Madame Hervé Bazin coupe le ruban et inaugure officiellement les 4e journées nationales du livre et du vin. Lendemain de cuite, mais cuite profitable. Et le chinon maintient sa réputation, il est acceptable. On fait de beaux rêves. On a ouvert une bouteille de 1852. On a ouvert une bouteille de 1852. Non, une 1900 d'abord, une 1852 après. Pour voir où ça allait. On a fait quelques bons dans le temps. Là. Après la fête, l'heure est au travail pour les jurés qui doivent attribuer 5 prix, récompensant des œuvres hédonistes et épicuriennes, ainsi que des ouvrages consacrés au vin et à ceux qui les fabriquent. Autour des tables, les grands noms de la littérature française, Irène Frein, Jean Ferniaud, Yvon Audouard, Denis Tillinac, Dominique Noguez, Jean-Jacques Pauvert ou encore Françoise Dorin et Jean-Jacques Brochier. À 2 pas de là se prépare le spectaculaire saut de la table. 2 écuyers du célèbre Cadre Noir font sauter leur destrier par-dessus des bouteilles de Saumur brut, dont les bouchons, eux aussi, ne demandent qu'à s'envoler. Le fameux saut de la table. Distraction facétieuse de cette époque.
On a beau être président de jury, on n'en reste pas moins comédien. Pour Jean-Claude Brialy, dans le manège des écuyers, c'est le naturel qui revient au galop. Les journées nationales du livre et du vin ont su séduire écrivains et acteurs amateurs de bon vivre. Si Louis Nucera et sa femme sont de ceux-là, elles ravissent également Fabienne Thibault, une habituée, qui profite de ce moment privilégié pour dévoiler un scoop à son ami Claude Brasseur. Et je voudrais faire à Paris un grand spectacle sur la ruralité, célébrer la terre. Alors, pour le moment, je n'ai que mes 2 mains, mais j'avance. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis ma voix aussi. L'après-midi, le mariage du livre et du vin attire près de 10 000 personnes qui, d'un stand à l'autre, passent du vers à la prose. Littérature et vin parfois même se rejoignent lorsque Marc Lambron cite Charles Baudelaire. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse. Ô chair déshérité sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, à un champ plein de lumière et de fraternité. Dans les fleurs du mal. Qui donne l'impression d'une espèce de fraternité. Même si c'est avec des écrivains ou des cinéastes avec qui on n'a aucun point commun en tant que créateur, il y a un point commun dans le fait de manger et de boire ensemble. En milieu d'après-midi, le verdict tombe. Les jurés appellent les heureux élus des prix Bacchus BSN, Grand Gousier Vin de Loire, Grand Cru La Poste, Épicure Guy de Graine, Antoine Blondin Suzuki, Idéal Standard et Onivin. Je suis très heureux d'avoir gagné cette distinction. C'est mon premier prix en tant qu'auteur. J'espère avoir le plaisir de raconter d'autres histoires encore. Là, je suis parti sur la cave idéale, mais le vin est un univers infini, passionnant, culturel, historique, etc. Et donc, c'est vrai que c'est un univers sur lequel déjà beaucoup a été écrit. Et je crois que c'est assez infini comme explication, comme écriture possible. Une écriture bientôt possible sans crayon ni papier grâce à Via Voice d'IBM, un système présenté à Saumur et qui a apparemment séduit bon nombre de gens de plume. Les acteurs des 4e journées nationales du livre et du vin repartent avec leurs souvenirs et leurs petites plantations offertes par les établissements Togourdeau. On a lu, on a bu, on a ri, chanté et dansé. Il est temps de se quitter. Et tout finit comme cela avait commencé, sur un quai de gare. Jean-Maurice Belaïch et Patrice Momousseau, organisateurs de ces 4e journées nationales du livre et du vin, saluent leurs invités en leur donnant rendez-vous en l'an 2000. Tu mets ça sur ton balcon, un petit coup de champigny tous les jours. Ouais. Ah oui, bah oui. C'est ça que du jour au Genève, Les adieux déchirants. Je ne me remettrai pas d'avoir rencontré Pierre Richard. Et encore bravo. Et toi? Ça va. Alors là, tu verras, il y a des rillettes, il y a du vin rouge, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le cochon noir et blanc. La rillette qu'on devait mettre dans le début, on en a mis 2 fois plus là. Alors qu'à tout Bye ciao. Super. Pour les passagers du train retour, malgré la fatigue et un peu de nostalgie, Tout à l'heure, mais je crois qu'il va le regoûter. C'est un petit gourmand en plus. la fête continue un peu grâce aux spécialités basques de Pierrot Oteza. Chorizo, filet de porc séché, saucisson et ventrèche font oublier aux voyageurs que le terminus de ce train de gourmet signera le terme d'un week-end savoureux. On a passé vraiment un moment magnifique, ça fut 2 jours d'exception. Mais nous, on se lasse jamais de ça.
Je n'ai plus de cocaïne, je n'ai plus d'ecstasy, de tabac. Mais alors, la langue... Santé bonheur. La vallée des Aldudes a des airs de décor rétro sur fond de bonheur paysan d'avant les grands chambardements des quotas et autres misères. La brume du matin y laisse place à des paysages ancrés dans une mémoire de cartes postales d'où souvent malheureusement la vie s'absente. Sans cette aventure, seul le murmure des gaves aurait habité les villages de la vallée. Sans Pierre Oteza, accroché à cette terre, obstiné à la tâche, l'oubli aurait pris le pas sur la vie. Au début du siècle, les ports basques, présents à raison d'une vingtaine d'animaux par ferme, ont peu à peu disparu, victimes des schémas de productivité. On en comptait encore 158 000 en 1925. Il n'en restait plus que 25 en 1989, date à laquelle 20 éleveurs ont décidé de s'unir autour de Pierre Oteza pour que renaisse cette race, pour que renaisse la vallée. Allez. En 1982, on a décidé qu'il y avait des plans d'urgence à mettre en route pour sauver ces races. On considérait que ça fait partie du patrimoine génétique mondial, qu'il ne faut pas le laisser perdre. Et on a commencé à congeler la semence des verras existants et à mettre au point, donc entre l'INRA et l'ITP, il y avait une convention pour la mise au point d'un programme de conservation de la race.
Baute tamponna le numéro de l'éleveur. Pierre avait envie sûrement de faire plein de choses dans la vallée. Il voulait s'installer à son nom, faire travailler les gens, les agriculteurs directement. Bon, ça, c'est vrai que c'était un point important pour lui. C'est vrai que c'était quand même dommage, vu la beauté de la vallée, de ne pas la faire connaître. Et puis après, pour la faire connaître, il faut bouger, il faut essayer de faire quelque chose pour faire venir les gens. Bon, c'est comme ça qu'on a un peu commencé, autour de cette idée-là. Donc il est parti au salon de l'agriculture au niveau des animaux. Et là, il a rencontré, bon, il a été voir les vaches, les moutons, enfin tout ce qu'il y avait comme animaux, et Dieu sait qu'il y en a. Et puis il est tombé, alors vraiment, sur la race de porc basque. Alors là, ça l'a quand même assez surpris. Il a posé des questions à l'Institut technique du porc, qui était présente et qui présentait ces animaux qui étaient en voie de disparition. Et puis, ben voilà, en cadeau de retour de voyage, il m'a rapporté 2 petits cochons basques. Ça prend pas beaucoup de place, hein. Et depuis, ben voilà, on fait du porc basque. Donc on les a réinstallés comme on faisait avant dans la vallée, comme on avait du porc rose à l'époque. Eh bien, petit à petit, on a essayé de retrouver des animaux de porc basque un peu partout, et on les a réimplantés tout simplement dans la vallée, comme on faisait avant, et comme on les élevait comme il y a 50 ans, quoi. En 87-88, les premiers exemplaires de porc basque reviennent dans leur zone berceau aux Aldudes, et Pierre commence à en faire l'élevage. Et c'est un pari sur l'avenir, et qu'ensuite il lui faudra 1 an et demi pour faire les jambons, donc il sait qu'avant 3 ans, il ne saura pas le résultat de cette expérience. Mais il commence à chercher des gens autour de lui qui sont intéressés par ces cochons-là. Bon, c'est un peu pour faire une expérience, hein. Les gens au départ ne pensent pas à monter une filière autour de ça. Mais Pierre, lui, a son idée derrière la tête. Et on commence comme ça, et en 89, les quelques éleveurs qui ont démarré créent une association d'éleveurs de porc basque ayant pour but de fournir des porcs à Laval, donc à Pierre, et de prendre en main un petit peu le schéma de conservation de la race qui était géré par l'ITP. Pierre était à Paris, à 15 ans, il est parti à Paris et il travaillait chez un oncle ou quelqu'un de sa famille dans une petite boucherie. Et quelques années plus tard, il s'est dit, mais quel couillon, qu'est-ce que je fais ici à Paris? Je ne vais rien faire de ma vie à Paris, il faut que je retourne dans ma vallée et que je construise quelque chose dans ma vallée, pour ma vallée. Et c'est comme ça que Pierre est revenu à ses sources et qu'il a voulu monter quelque chose dans la vallée des Aldudes, mais avec tous les producteurs de la vallée des Aldudes. Bon, j'ai travaillé chez Pierrot, moi, il y a tout à fait au début, qu'ils avaient relancé cette race. Ils s'étaient mis en place il y a de là 5 ou 6 ans. Et donc le travail consistait à, de ma part, vraiment faire le suivi au niveau de l'élevage. C'est-à-dire que j'allais voir les truies, je faisais le suivi des naissances, j'enregistrais toutes les naissances, les accouplements qui avaient lieu, étant donné qu'au départ on avait très peu de porcs qui avaient été retrouvés par Pierrot Teyza ainsi que les derniers éleveurs. On avait réussi donc à les repêcher, les derniers. Il se trouve que c'était des animaux qui étaient arrivés à un point où la consanguinité travaillait à tel point que les animaux étaient en pleine dégénérescence. Alors le plus dur, ça a été de refaire apparaître des truies qui étaient vraiment des truies, c'est-à-dire leur redonner un nombre de tétines normal, par exemple, qui était d'une douzaine de tétines, et reconstituer de nouveau des familles porcines pour éviter justement de continuer à prolonger cette consanguinité. Et donc Pierrot s'est dit, mais, tant qu'à faire, si on doit repartir pour de l'authentique, autant aller rechercher la race authentique. Mais comme Pierrot était, lui, transformateur, il ne pouvait pas à lui tout seul s'assumer la charge d'un élevage en plus. C'est pour ça qu'il lui a fallu un noyau d'agriculteurs, un noyau d'irréductible en quelque sorte, là, comme vous savez les derniers Gaulois d'Astérix. Donc il a été se trouver le soutien, l'appui de certains agriculteurs et qui ont dit d'accord, Pierrot on te suit, on va jusqu'au bout. Mais quand Pierre a eu l'idée de ce projet, je me suis intéressé de suite. Si on pouvait faire quelque chose dans la vallée que j'aime beaucoup, cette vallée. Et bon, premièrement, que ce serait un complément pour les fermes, et deuxièmement,
il y aurait quelques emplois de plus. Comme il n'y a rien dans cette vallée, que c'était intéressant d'essayer au moins de faire quelque chose. Comment t'as vécu ça, toi, à la maison? Quand t'as annoncé, tu dis, tiens, je vais faire du Port Basque. Qu'est-ce que t'as dit, Michel? Mais c'est-à-dire qu'au départ, bon, on a voulu diversifier l'élevage parce qu'on faisait de l'ovin et du bovin. Et le porcin ne marchait pas tellement bien dans les autres races. Et quand la race locale, on a voulu la faire revivre, on a vu que c'était un atout en plus. Il y avait le salaisonnier qui était sur place, Pierre Oteiza qui faisait la transformation et qui se portait garant de nous acheter les cochons. Et qu'on pouvait faire ça ici uniquement dans la vallée des Aldudes en se regroupant, en faisant des éleveurs en plus. Et c'est comme ça que nous nous sommes montés en association au départ. C'est pareil, c'est pour diversifier l'élevage ovin et bovin que nous avions. Et bon, comme il y avait quand même, nous avions deux ou trois truies blanches pour la maison, mais bon, ça ne marchait pas trop. Nous avons voulu faire l'essai, puis ma foi, ça nous apporte un revenu supplémentaire. Ça marche comme ça pendant quelques années. En 93, bon, les bilans sont pas extraordinaires. Il y a des problèmes sanitaires sur les animaux. Ce sont des animaux très dégénérés qu'on a du mal à élever. Il y a beaucoup de pertes. Le produit n'est pas homogène. Il y a des jambons qui sont gros, d'autres qui sont petits. Donc la fabrication n'est pas régulière, etc. Et donc l'association se dit que maintenant, il faut passer à une vitesse supérieure, présenter un projet intéressant au pouvoir public pour le faire subventionner et pour vraiment créer autour du Port Basque et de l'activité de ces éleveurs une vraie filière, quelque chose qui ressemble à du constructif. Et donc le projet, c'est de faire 3000 porcs pour Pierre. C'est de prendre en main complètement, en collaboration avec l'ITP, le programme de conservation de la race. Et enfin, le troisième élément du projet, donc c'est de développer des ateliers chez des gens, des ateliers qui soient des ateliers secondaires, mais qui permettent à tous les éleveurs qui voudront démarrer dans l'association et faire partie de la filière, qui leur permettent de se faire un revenu complémentaire. On avait tablé à l'époque environ 20 000, 30 000 francs par atelier. Des petits ateliers de 10 truies ou 50 porcs, des petits ateliers secondaires, mais qui apportent une marge assez importante, une plus-value assez importante. Sans aide véritable, seules les techniques modernes pouvaient le soutenir. Pierre savait qu'on ne construit que des châteaux en Espagne, habités par les souvenirs. J'ai eu la chance de naître dans la petite vallée et d'avoir grandi au milieu de tout ce qu'on a autour aujourd'hui encore, heureusement. L'école, bon, c'était l'école des Aldudes qui a été jusqu'au certificat. Et ensuite, bon, j'ai eu la chance d'aller apprendre mon métier à Paris. C'est sûr que grâce à l'apprentissage, d'avoir appris le métier à Paris, bon, nous permet aujourd'hui de passer de l'élevage au produit fini, d'avoir mis ce petit système en route, quoi. L'andouille, ça se faisait au Pays Basque, hein? Je parle d'andouille de la charcuterie. Hein. Oui, bien entendu. Non, on a une tradition d'andouille, mais andouille séchée. Ah oui, oui. Andouille séchée, mais qui... C'était très forte, non? Voilà. Ouais. Et on a bataillé longtemps pour essayer de la faire. Mais c'est vrai que c'était très très fort. Alors que celle-là, c'est la même recette, mais on ne la fait pas sécher, quoi. Mais elle est beaucoup plus agréable. Hein. Ici au piment d'Espelette, on voit bien. J'ai travaillé 2 ans uniquement à la ferme, au retour de Paris. Et après, j'ai démarré avec charcutier de Bayouri. Je faisais quelques extras comme ça, quelques journées. Et petit à petit, j'ai passé 7 ans quand même comme salarié avec lui. Et au bout de 7 ans, on s'est installé. Parce qu'on s'est associé, on a monté une SA, on était à 3 d'ailleurs. Une SA en faisant toujours la transformation de porc, canard, tout ça, quoi.
Et on est resté 5 ans associés, ensuite on s'est séparés et bon, j'ai monté l'entreprise avec 3 salariés qui m'ont suivi, quoi. Et qui sont toujours à l'entreprise et qui aujourd'hui, bon, c'est sûr que sont les piliers de l'entreprise puisque on a démarré l'entreprise ensemble. Et bon, c'est quand même un choix qui a été fait. Enfin, pour eux, c'était important parce que bon, là où ils étaient quand même, ils avaient une entreprise, ils avaient un salaire. Et quand j'ai décidé de démarrer cette entreprise, je leur avais dit d'ailleurs, je ne savais même pas si je pouvais les payer. Ils auraient pu choisir la sécurité ou bien l'aventure. Et c'est vrai qu'ils ont choisi l'aventure et bon, c'est pas un choix qui a été fait en l'air, puisque 10 ans après, ils prouvent toujours que l'entreprise, bon, c'est bien notre entreprise à tous, quoi. C'est important, quoi, ça. De 87 à 91, on a travaillé en fabrication, enfin, on a marié tous les deux. Et à partir de 91, on a eu le premier cuisinier. Bon, alors de là, on est passé à une salaison, de la salaison, un qui fabrique la salaison et l'autre à la cuisine. Et de 87 à 91, on a fait la conserverie, la salaison et l'expédition ensemble. Et la vente au magasin ici. Mais bon, les emplois créés, c'était en conserverie, en salaison, en expédition et en vente au magasin. C'est-à-dire qu'on a fait des modifications, on s'est mis aux normes européennes, on a agrandi le bâtiment, il a fallu agrandir le bâtiment, et il y a des responsables par poste. Au début, on était pauvre. On n'était pas trop tranquille, on ne savait pas si on allait durer ou pas. C'était pas évident. Rien n'était acquis. Hein. Mais après, bon, vu comme ça marche un peu, après, bon, on a des salaires qui sont convenables. Et puis, suivant les années, si on travaille, si l'année était bonne aussi, bon, on a une prime en fin d'année, quoi, une prime genre 13e mois, quoi. Une prime. Alors, si ça marche bien, c'est mieux pour nous aussi. Moi, je me souviens, parce que quand même, on a fait des journées dures, quand même. On savait toujours quand on commençait, mais on ne savait jamais quand on finissait. Hein. Alors, des fois, quand on allait voir un petit WhatsApp, ça me faisait du bien. On va essayer de mettre de côté, de trier 5-6 truies, parce que c'est des familles qu'on n'a pas trop là, et comme on a des jeunes verras qui viennent d'arriver là, justement des verras qu'on va mettre en service la semaine prochaine, et dont leur père est mort depuis 15 ans, parce qu'on avait congelé des souches, et grâce à ces verras, ces jeunes verras et ces truies, on pourra faire des nouvelles familles. Il ne faudrait pas qu'on les laisse partir en bas parce qu'on ne va plus les retrouver. Là, il y en a une trentaine. Mais là, ils ont 1 an et demi. Ils font de 180 à 200 kilos. Alors, on a fait une alimentation à base de maïs, orge et pois, petits pois. Hein. Voilà. Et cela, on a mis 10% de châtaigne. Et ça, on l'a fait l'an dernier, cette année encore. Et par contre, on va commencer maintenant à faire les prélèvements sur le jambon, tout ça pour voir justement l'incidence de la châtaigne sur le produit fini, quoi. Et là, on voit vraiment bien les types, quoi. Le type basque, c'est le premier, là, la tête noire, le dessus du jambon noir, le corps blanc. Il y a le type Bagnéré, qui est pratiquement noir, c'est celui qui avance, avec la ceinture blanche sur les épaules. Ça, c'est le type Bagnéré, on l'a trouvé dans les Hautes-Pyrénées autrefois. Et il y a le type, le Pie Noir du Pays Basque, qui est tout à fait à gauche, qui a la grosse selle sur le dos. Ça, c'est le type, le Pie Noir du Pays Basque qu'on appelle, et qu'on retrouvait sur Lourdes autrefois. Voilà. Chaque vallée, pratiquement, avait son type de porc.
Le type basque, aujourd'hui, c'est le type qui fait le plus de carcasses qui se développe le plus, quoi. Mais aujourd'hui, on doit être à plus de 1400, 1500 à peu près en tout, dans la race. Hein. Voilà. Bon, aujourd'hui, la race elle est sauvée et depuis hier, on a été reconnu, la race, le porc basque a été reconnu dans le livre généalogique. On peut prendre n'importe quel autre porc et on peut vous retrouver les origines jusqu'à la 6e génération. Voilà. C'est sûr que pour nous, c'est un gros plus, quoi. Alors, dans la vallée, on est à peu près une vingtaine d'éleveurs. Et en dehors de la vallée, on a une dizaine d'éleveurs grâce auxquels un petit peu on a démarré. Et en plus, maintenant, on a quelques jeunes qui se sont mis aussi. Et pour nous, c'est important d'avoir les souches, toutes les souches dans la vallée, bien sûr. Mais en plus de doubler ça en dehors de la vallée. C'est le même syndicat, si vous voulez, mais on a doublé l'élevage en dehors de la vallée. C'est une sécurité, c'est important. C'est les crêtes qui font la frontière. Tout autour, quand on est aux Aldudes même, le village, la vallée des Aldudes, vous avez Banca, Aldudes, du Repel, et tout autour, c'est l'Espagne. Il y a un siècle, il y avait jusqu'à 1200 personnes. Pour l'industrie dans la vallée, c'est sûr que c'était la contrebande, quoi. Puisque déjà, il y avait 40-50 familles de douaniers, il y avait 20 familles de gendarmes. Et dans chaque famille, vous aviez 4-5 garçons qui vivaient de ça, quoi. C'est sûr que quand tout ça a disparu un petit peu, la vallée, en 40 ans, ça s'est dépeuplé beaucoup. Mais par contre, aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est justement D'accord. Bon, ça on ira. Aujourd'hui, la vallée des Aldudes, on est quand même la vallée la plus peuplée en jeunes agriculteurs d'Europe par rapport à la densité des jeunes. C'est beaucoup de jeunes qui s'installent. Aujourd'hui, ce qui domine, bien sûr, c'est la brebis laitière, quoi. C'est la race Manèche, qui est quand même, qui représente 80-90% de la production de la vallée, quoi. Ensuite, de plus en plus, chaque année, on a pas mal de jeunes qui commencent justement à transformer le fromage. Et ça, c'est nouveau dans la vallée, quoi. Depuis 2-3 ans, il y a un mouvement qui se fait justement du produit de l'élevage à la production. La production, on a toujours fabriqué plus ou moins de fromage, mais pour la maison, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les normes, tout ça, beaucoup de jeunes, d'entrée, se mettent dans les normes européennes et arrivent à faire un fromage de qualité, quoi. C'est sûr que aujourd'hui, la qualité, c'est quand même le nerf de vendre un produit un peu plus cher, ça passe, mais il faut qu'il soit extra. Ça, c'est clair. Hein. Alors, avec le porc basque, on est en brebis laitière. Et là, cette année, j'ai commencé à faire du fromage aussi. L'automne dernier, on avait discuté avec Pierre. Je lui en avais parlé en premier à lui, pour voir qu'est-ce qu'il en pensait. Il m'a dit que le fromage allait se vendre, si le fromage était bon, qu'il allait se vendre facilement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du fromage aussi. Ouais, le ticket de fromage aussi, c'est ça qu'on voit, cette montagne. Et voilà, juste un peu plus loin là. Et là, elles vont passer 2-3 mois en montagne. Ça sera les vacances pour eux, quand elles seront là-bas. Je pense que des petites vallées comme ça, aujourd'hui, élever, c'est bien, mais élever pour des grosses quantités, on ne pourra jamais élever des grosses quantités, quoi. Mais amener le produit jusqu'au produit fini, jusqu'à la table, quoi. Je pense que c'est là où on peut gagner des points et c'est là qu'il faut qu'on se démarque justement avec tout ce qu'on a ici. Je pense qu'on a aujourd'hui suffisamment d'éléments. Si tout le monde si on réunit tous ces éléments, je pense qu'on a suffisamment. On peut être, tout en restant petit, mais on peut avoir suffisamment de force justement pour promouvoir tous ces produits, quoi.
Dans la vallée, il y avait du mouton manèche. Et Pierre s'est dit, ce mouton en particulier, bon, le lait des moutons est utilisé pour faire du fromage ou vendu tel que à la laiterie, mais il y a toutes les brebis de réforme. On ne sait pas quoi faire de ces brebis de réforme. Peut-être que je peux aussi les transformer et les commercialiser. Il y avait traditionnellement du canard, il y avait transformant du canard, et j'aurais comme ça la possibilité peut-être d'aider toute la vallée à revivre. Disons que pour mettre ça en place, les moyens de Pierre, c'était sa générosité, son énergie, et puis il y croit. Pierre croit en la vie, il croit, il sait que la vie crée la vie, que s'il croit très fort à une idée, lui et ses amis, eh bien, rien ne peut arrêter une conviction profonde. Et Pierre a la conviction profonde qu'on peut faire revivre la vallée des Aldudes, et nous en avons aujourd'hui la preuve vivante. Alors aujourd'hui on est 25 salariés. Bon, c'est sûr que démarrer une entreprise avec 3 salariés, c'était un pari un peu fou, je pense. Hein. Mais par contre, étant aux Aldudes, avoir une unité de transformation aux Aldudes, bon, on savait que c'était possible. Mais par contre, pour vendre 1 kg de chorizo, on était obligé de faire 100 ou 200 km. Quoi. Et ça, bon, c'est sûr que si j'avais démarré avec Catherine, avec ma femme, bon, à 2, c'était impossible. Quoi. On ne pouvait pas faire tourner une unité de transformation et aller vendre. Quoi. On était obligé d'avoir une équipe qui fabriquait, une équipe qui vendait. Quoi. Bonjour. Voilà. Ouais. Et tant que tu es là, il faudrait que tu m'amènes du boudin et de l'andouille. Je ne mange plus que ça. Ouais. Notre premier magasin était les Aldudes. Comme on commercialise 85% de la production en direct, bon, le reste se faisait en foire. Et de plus en plus, on a commencé à ouvrir des magasins saisonniers comme Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-de-Luz, Hossegor, qui nous a permis de créer un petit concept de magasin qui aujourd'hui plaît énormément, puisqu'on a pu avoir des clients qui sont venus nous voir pour ouvrir justement leur magasin avec nos produits, toujours en gardant les mêmes concepts, comme à Brest, Nantes, au marché de Pau par exemple. Voilà, ça commence à prendre un petit peu d'allure et bon, c'est sûr que le rêve pour nous, ce serait d'ouvrir un magasin comme ça sur Paris. Si pendant un certain temps, les gens regardaient de loin qui pouvait être ce Pierre Otaïza, qu'est-ce qu'il faisait, s'il a été... Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'en fait, comme il a réussi, eh bien, pourquoi pas eux. Et 10 ans plus tard, on peut répertorier dans la vallée pratiquement une dizaine de projets d'avenir. C'est un gras dur, un gras maigre. Je sais pas si... Attends, explique-moi ça, un gras maigre. Là, quand même, t'es fort. Alors, c'est vrai que je ne suis pas basque, mais je peux dire que je suis amoureuse du Pays basque et surtout de cette zone, quoi. Hein, parce qu'elle est belle, parce que les gens qui y vivent... comment vous dire, sont porteurs d'un grand enthousiasme. Hein. Quand on côtoie des gens comme Pierrot, eh bien, on peut croire que la vie est merveilleuse tous les jours, quoi. Chorinho va cantare e quando